Les camions américains sont légendaires. Ils sont purs muscles d'acier, cabines géantes et rugissements qui dominent l'autoroute. Ils sont les plus grands, les meilleurs. Ou du moins c'est ce que nous croyons. Car il existe une vérité dérangeante qui rugit plus fort. Alors que le monde avance avec des colosses routiers plus efficaces, plus sûrs et plus puissants, les États-Unis sont restés bloqués dans le passé. Aujourd'hui, ce n'est pas une opinion, c'est une enquête. Pourquoi le camion européen, à bien des égards, surpasse-t-il technologiquement le symbole américain? La réponse ne se trouve pas sous le capot. Elle est enfouie dans la politique, la géographie et une décision prise il y a 40 ans qui a figé un géant dans le temps. Commençons. Quand l'Amérique a décidé d'arrêter de grandir. L'histoire du camion américain n'a pas toujours été marquée par la stagnation. Il fut un temps, une longue période de près de 80 ans, où chaque décennie apportait un bond en avant. Plus de poids, plus de puissance, plus de longueur. C'était une course ascendante motivée par une logique simple et puissante. Transporter plus de marchandises pour moins d'argent enrichit une nation. Les chemins de fer s'allongeaient, les bateaux devenaient monstrueux et les camions, ces nouveaux rois de la route, suivèrent la même voie imparable. Jusqu'à ce que, soudain, ils s'arrêtent. Non pas par manque d'ingéniosité, ni à cause des limites de la métallurgie. Ils se sont arrêtés à cause d'une loi. Un chiffre magique inscrit dans les livres fédéraux, 80 000 livres. Ce chiffre est devenu un mur invisible qui a freiné net l'évolution physique du transport routier aux États-Unis. Pour comprendre pourquoi le camion européen semble aujourd'hui si avancé, il faut d'abord se pencher sur le moment précis où l'Américain a consciemment décidé de cesser d'évoluer. Le rêve interrompu de la croissance continue à la limite fédérale. Tout a commencé par un problème logistique. Au début du XXe siècle, Alexander Winton, un constructeur automobile de Cleveland, en avait assez que ses voitures neuves accumulent des kilomètres au compteur pendant la livraison. Sa solution était d'une simplicité brutale. Il a pris le châssis d'une voiture, y a ajouté un attelage à l'arrière et y a accroché une remorque qui ne transportait qu'un seul véhicule. Le premier semi-remorque, un camion pour camion, était né. Cette étincelle d'ingéniosité pratique a déclenché une révolution. Très vite, les camions ont cessé de transporter uniquement d'autres véhicules pour transporter tout et n'importe quoi. À mesure que leur utilité augmentait, leur taille augmentait également. Les améliorations techniques se succédaient à un rythme effréné. Les moteurs diesel, plus efficaces et plus puissants que leurs prédécesseurs à essence. Les pneus pneumatiques, qui pouvaient supporter des charges auparavant inimaginables. Les systèmes de freinage et de direction qui permettaient de contrôler des masses de plus en plus importantes. Il existait un cercle vertueux, un circuit de rétroaction qui semblait sans fin. De meilleures routes, pavées et plus solides, permettaient le passage de camions plus grands. Ces camions plus grands réduisaient le coût du transport d'une tonne de marchandises sur 1 kilomètre. Un coût moindre signifiait une demande accrue de transport routier. Et une demande accrue générait une pression politique et économique pour construire des routes encore meilleures et plus longues. C'était une spirale ascendante de progrès. Les États ont commencé à réglementer cette croissance en imposant les premières limites de poids, comme les 28 000 livres du Massachusetts en 1913, soit l'équivalent du poids de 2 éléphants d'Afrique. Il s'agissait d'une réglementation qui suivait la tendance sans la freiner. Le véritable tournant, le premier grand plafond, est survenu en 1956. En pleine guerre froide, sous prétexte de défense nationale mais avec l'objectif clair d'unir économiquement le pays, le Congrès a promulgué la loi sur les autoroutes interétatiques. Pour la première fois, l'Amérique se dotait d'un réseau de routes larges, droites et uniformes qui traversaient tout un continent. Avec elle est arrivée la première limite de poids fédéral uniforme, 73 000 livres. L'équivalent de 5 éléphants et demi. Ce n'était pas une limite répressive, mais la certification d'une nouvelle norme de gigantisme. Les camions ont grandi pour remplir cet espace légal, ils sont devenus plus longs, plus puissants. Ils sont devenus un concurrent féroce du chemin de fer, offrant une flexibilité porte-à-porte que le train ne pourrait jamais égaler. La culture des camions a explosé dans les années 60 et 70, avec des films, de la musique et une aura de rébellion et de liberté. Le rêve américain, sur roues et avec un moteur de 10 litres. Tout semblait indiquer que la courbe de croissance continuerait à monter indéfiniment. La physique le permettait, l'économie l'exigeait. Mais la politique avait d'autres plans.
La crise qui a tout changé, pétrole, protestations et plafond de verre. En octobre 1973, le rêve s'est heurté à un mur de réalité géopolitique. La guerre du Yom Kippour a déclenché un embargo pétrolier des pays arabes contre l'Occident. Le premier choc pétrolier a frappé les États-Unis comme un coup de marteau. Les prix de l'essence ont explosé. Le carburant a été rationné. Le président Nixon, dans une tentative désespérée d'économiser, a imposé une limite de vitesse nationale de 55 miles par heure. Pour l'industrie du transport, ce fut la tempête parfaite. Les marges bénéficiaires, toujours serrées, se sont évaporées. Les chauffeurs, dont beaucoup étaient des vétérans de guerre habitués à la discipline mais aussi à l'action, ont atteint leurs limites. Imaginez la scène. Un camionneur comme J.W. Edwards, River Rat, sur la radio CB, s'arrêtant à chaque station-service le long de l'autoroute 80, faisant la queue pour obtenir son quota rationné de diesel, perdant un temps précieux, de l'argent et sa patience. En décembre, River Rat en avait assez. Il a pris son camion, l'a garé en travers d'une route en Pennsylvanie et, via la radio CB, cet Internet primitif des routes, il a appelé ses collègues à se joindre à lui. Le blocage s'est propagé comme une traînée de poudre. Il ne s'agissait pas d'une simple protestation contre le prix du carburant. C'était une révolte avec des revendications concrètes. Parmi celles-ci, l'une était fondamentale, ils voulaient pouvoir transporter plus de poids par trajet. Leur logique était imparable, pure économie d'échelle. Il est plus efficace, et donc plus rentable, qu'un seul conducteur avec un seul tracteur remorque une charge plus importante plutôt que de répartir ce même poids entre 2 ou 3 camions différents avec 2 ou 3 conducteurs, 2 ou 3 moteurs consommant du carburant. Ils demandaient que la limite fédérale de poids soit augmentée. Ils exigeaient également l'uniformité afin de mettre fin à la mosaïque de lois différentes dans chaque État qui transformait la planification d'un itinéraire national en un cauchemar logistique. La pression a fonctionné, mais avec un revirement crucial. En 1982, le gouvernement fédéral a cédé, mais seulement à moitié. Il a augmenté la limite de longueur des remorques de 5 pieds. Et il a relevé la limite de poids maximale à ces fameuses 80 000 livres, soit le poids de 6 éléphants adultes. Cela semblait être une victoire. Mais c'était une victoire empoisonnée. Car cette nouvelle limite n'était assortie d'aucune clause de révision future, ni d'aucune promesse d'étude en vue d'augmentation progressive. Elle y a été établie comme un mur définitif. Jusqu'ici. La protestation a obtenu une augmentation unique, mais a perdu la guerre de la croissance continue. Le plafond de verre est devenu un plafond d'acier. La conséquence inattendue, des cabines géantes, des chargements stagnants. La loi de 1982 comportait une particularité technique qui allait changer à jamais le visage du camion américain. En fixant les nouvelles limites de longueur, la norme excluait explicitement la cabine du tracteur de la mesure totale. Seule la remorque serait mesurée. Cette clause, apparemment mineure, a provoqué un véritable séisme dans le domaine de la conception. Du jour au lendemain, les constructeurs ont réalisé qu'ils pouvaient allonger la cabine autant que la physique et le marché le permettaient, sans voler un seul centimètre à l'espace de chargement précieux de la remorque. L'effet a été immédiat et spectaculaire. Le style est cabover, cabine au-dessus du moteur, avec son avant plat et son profil compact qui avait dominé des films comme Convoy, a commencé à disparaître rapidement. Pourquoi serrer le conducteur sur le moteur alors qu'on pouvait lui offrir un salon roulant? C'est ainsi qu'est apparu l'emblématique Long Nose américain, la cabine à long nez qui abrite le moteur, avec un avant chromé et des mètres d'espace vide devant le pare-brise. Il ne s'agissait pas d'une amélioration aérodynamique, en fait c'est pire, ni d'un avantage mécanique significatif. C'était de l'espace purement gratuit. De l'espace pour une chambre à coucher de taille normale, une cuisine, des téléviseurs, des systèmes audio et, oui, d'énormes réfrigérateurs. La cabine est passée d'un poste de travail à un appartement de luxe sur roue. C'est là que réside le grand paradoxe du camion américain moderne. Alors que la partie qui paie le voyage, l'espace de chargement de la remorque, a été gelée aux dimensions maximales de 1982, la partie qui représente un coût, la cabine du conducteur, est entrée dans une spirale de croissance et de luxe sans précédent. C'est le confort de l'ET et du conducteur qui a été optimisé, et non l'efficacité du chargement.
Le camion est devenu le symbole d'un mode de vie nomade et puissant, mais sa capacité fondamentale à faire son travail, transporter le plus de marchandises possible au moindre coût, a été freinée par la loi. C'est comme si un charpentier, à qui l'on avait interdit d'utiliser des scies plus grandes, avait décidé à la place de dépenser tout son argent pour décorer sa boîte à outils avec de l'or. Elle brille davantage, mais ne coupe pas mieux le bois. La culture du conformisme. Quand l'industrie cesse d'en demander plus. 40 ans de la même limite ne figent pas seulement les spécifications, elles figent aussi les mentalités. Aujourd'hui, si vous interrogez les acteurs de l'industrie américaine du transport routier sur la possibilité d'augmenter la limite fédérale de poids ou de longueur, la réponse la plus courante est un haussement d'épaules. Ce n'est pas un sujet de conversation. Il n'y a pas de lobby puissant qui fait pression à Washington pour obtenir des camions plus grands. Les grands constructeurs, Peterbilt, Kenworth, Freightliner, International, se livrent une concurrence féroce, mais ils le font dans un enclos dont les limites ont été fixées par le Congrès à l'époque Reagan. Ils se font concurrence sur le confort, la fiabilité, la personnalisation, la brillance du chrome. Ils ne se font pas concurrence pour révolutionner la capacité de charge, car les règles du jeu l'interdisent. Ce conformisme est alimenté par un oligopole confortable. L'absence de concurrence extérieure significative, les camions européens se heurtent à d'énormes barrières réglementaires pour être vendus aux États-Unis, signifie qu'il n'y a pas d'agent perturbateur pour obliger à changer les règles. L'industrie a intériorisé cette limite. Les ingénieurs conçoivent pour 80 000 livres, les gestionnaires de flotte calculent leurs coûts pour 80 000 livres, les chauffeurs chargent pour 80 000 livres. L'horizon des possibilités s'est rétréci jusqu'à coïncider exactement avec la limite légale. On ne demande pas ce qu'on ne croit pas possible. Cette acceptation passive du statu quo est peut-être le symptôme le plus révélateur du grand gel. L'industrie ne réclame pas d'innovation car, sur le plan le plus fondamental, taille/poids, la réglementation lui a dit il y a 2 générations que l'innovation était terminée. Elle s'est alors consacrée à innover dans tous les autres domaines, créant les machines les plus confortables et les plus personnalisables au monde, mais techniquement figées dans le temps. Mais le monde ne s'est pas arrêté pour attendre l'Amérique. Alors qu'ici nous discutions de la taille des réfrigérateurs dans les cabines, de l'autre côté de l'océan, des ingénieurs, des gouvernements et même des cyclistes menaient une révolution silencieuse qui fait de nos camions, en comparaison, des dinosaures confortables, mais des dinosaures quand même. Pourquoi l'Europe et l'Australie remportent la victoire? Alors que l'Amérique somnolait dans le confort de ses cabines spacieuses et de sa limite sacrée de 80 000 livres, une révolution mijotait dans les laboratoires, les pistes d'essai et les routes sinueuses d'autres continents. Il ne s'agissait pas d'un choc bruyant, mais d'une avancée méthodique, motivée non pas par la nostalgie ou la culture, mais par des données concrètes, la physique pure et une question simple: comment transporter plus, de manière plus sûre et avec moins? Le résultat est qu'aujourd'hui, dans les domaines qui comptent vraiment pour l'avenir du transport, efficacité, sécurité et productivité, le camion américain a non seulement été dépassé, mais il est également considéré comme une relique d'une philosophie obsolète. Voici, pièce par pièce, les preuves de la révolution silencieuse qui a remporté la course. Ce n'est pas une question de taille, mais d'intelligence, la philosophie du design européen. La différence la plus évidente est aussi la plus profonde. Face au long nose américain, avec son moteur enfoui sous un mètre de capot chromé, l'Europe a misé sur le cabot vert. Un avant plat, carré, où le conducteur est assis pratiquement sur l'essieu avant. Ce n'est pas une préférence esthétique. C'est une décision d'ingénierie brutalement pragmatique. Tout d'abord, l'efficacité de l'espace, sur un continent où les routes sont plus étroites, les virages plus serrés et les limites de longueur totale strictes, chaque centimètre compte. Un cabot vert permet, dans la même longueur totale légale, d'avoir une remorque plus longue de plusieurs pieds. L'espace est pris sur le moteur, pas sur la charge. Deuxièmement, l'aérodynamisme, un avant-plat et vertical associé à des déflecteurs et des jupes latérales intégrées, génère beaucoup moins de turbulences que le profil arrondi et allongé d'un camion américain. Moins de résistance à l'air signifie moins de carburant consommé pour maintenir la même vitesse. Troisièmement, et plus crucial encore, la visibilité. Assis sur l'essieu avant, le conducteur européen bénéficie d'un champ de vision presque panoramique. Il voit les bords de son propre camion, l'asphalte juste devant ses roues, et les angles morts sont considérablement réduits.
le camion européen n'est pas conçu comme un tracteur auquel on attelle une maison et une remorque. Il s'agit d'un système intégré, un outil monolithique où chaque composant, cabine, châssis, moteur, remorque, est conçu pour fonctionner comme une seule unité dans un seul but. Maximiser l'efficacité opérationnelle et non le confort résidentiel. C'est la philosophie du couteau suisse par opposition à celle de la mallette de luxe contenant un seul outil. Le fossé technologique qui fait mal sécurité active contre acier nu. C'est là que la supériorité devient tangible et préoccupante. Montée dans la cabine d'un camion américain neuf sorti d'usine. Elle est luxueuse, spacieuse. Maintenant, cherchez l'équipement de sécurité standard. La liste est courte et les absences sont flagrantes. Alors que l'Union européenne a rendu obligatoire des systèmes tels que le freinage d'urgence automatique, AEBS, l'assistant de maintien de voie et l'alerte de collision frontale et latérale, aux États-Unis, ils sont au mieux des options coûteuses. Mais le coup le plus dur vient lorsque l'on parle de la dernière ligne de défense, les airbags. Dans un camion européen haut de gamme, comme un Volvo ou un Scania, le conducteur est enveloppé dans un cocon de sécurité. Airbag frontal, airbag latéraux rideaux couvrant toute la cabine, airbag pour les genoux. C'est la norme d'une voiture de luxe, transposée dans la cabine. Dans un Peterbilt, un Kenworth ou un Freightliner américain, la réponse est désolante. Il n'y en a pas. Peut-être, juste peut-être, un airbag au volant. Rien d'autre. La philosophie américaine en matière de sécurité a toujours été réactive. Construire un châssis si solide et une cabine si robuste qu'ils résistent à l'impact. La philosophie européenne est active et préventive. D'abord, éviter l'accident grâce à la technologie. S'il est inévitable, minimiser les blessures du conducteur grâce à des systèmes de retenue avancés. C'est la différence entre compter sur son armure pour se sauver et utiliser un bouclier, un radar et un casque intelligent. Cet écart n'est pas dû au fait que les ingénieurs américains ne savent pas fabriquer des airbags. Il est dû au fait que, sur un marché sans pression réglementaire externe et avec une clientèle, les grandes flottes, qui privilégient le coût initial plutôt que les équipements supplémentaires, la sécurité active n'a pas été une priorité. L'acier nu, aussi épais soit-il, ne suffit plus. Puissance et efficacité, le moteur n'est pas seulement là pour rugir. Il existe un paradoxe qui déconcerte l'observateur occasionnel. Un Peterbilt 579 avec son énorme capot peut abriter un moteur développant jusqu'à 605 chevaux. Un Scania S730, avec son avant plat et compact, offre un moteur V8 qui développe 770 chevaux. Comment est-il possible qu'un ensemble plus petit développe plus de puissance? Et surtout, pourquoi en a-t-il besoin si, en Europe, les limites de poids sont, en théorie, similaires ou supérieures? La réponse démystifie un autre mythe. Cette puissance supplémentaire n'est pas destinée à aller plus vite en ligne droite. Elle sert à maintenir l'efficacité dans des conditions extrêmes. Les routes européennes ne sont pas seulement des autoroutes plates. Ce sont les cols de montagne des Alpes, les montées interminables des Pyrénées, les routes secondaires aux pentes raides. Lorsque vous autorisez des camions de 160 000 livres, comme en Finlande ou en Suède, vous avez besoin d'un moteur capable de déplacer ce poids en montée sans s'étouffer, sans ralentir à 2 km à l'heure en bloquant toute la circulation et sans consommer des litres de carburant à la seconde. La puissance élevée, associée à des transmissions automatisées à 16 vitesses ou plus, permet au moteur de fonctionner à son rendement maximal, même dans les conditions les plus exigeantes. En Europe, le rendement énergétique est une exigence de conception, un paramètre aussi crucial que la puissance ou le couple. Ce n'est pas une conséquence heureuse, c'est l'objectif. Le moteur européen est conçu pour être un athlète d'endurance et non un haltérophile qui ne fait qu'un effort brut puis se repose. C'est pourquoi, sous ce capot plat et apparemment modeste, bat un groupe motopropulseur qui est non seulement plus puissant, mais aussi optimisé pour convertir chaque goutte de diesel en tonnes déplacées par kilomètre, et non en décibels de rugissement. Le véritable géant, l'Australie et les road trains, qui font paraître tout le reste petit. Si l'efficacité européenne semble impressionnante, l'échelle australienne est tout simplement stupéfiante. Elle remet tout en perspective. Dans l'outback, où les distances se mesurent en jours et où les villages sont des points perdus sur une carte brune, une solution extrême à une géographie extrême a vu le jour, le road train.
oubliez les limites. Un road train australien typique peut mesurer jusqu'à 53 mètres de long et peser 136 tonnes. 23 éléphants. Ce n'est pas un camion, c'est une caravane d'acier automotrice. Il transporte jusqu'à 4 remorques attelées en file indienne. La raison d'être est purement pratique. L'Australie a l'une des densités de population les plus faibles de la planète et un réseau ferroviaire peu développé. Pour transporter du minerai de fer, du bétail ou du carburant à travers des milliers de kilomètres de désert, le road train est la seule option viable. Mais le plus révélateur n'est pas sa taille monstrueuse, mais le fait qu'il fonctionne. Il prouve que les limites techniques qui ont paralysé l'Amérique, la capacité de freinage, la puissance de traction, l'intégrité des liaisons, peuvent être surmontées grâce à une ingénierie spécifique. Des tracteurs à moteur suralimenté, des systèmes de freinage pneumatique à circuits multiples, des attelages renforcés. Ils détiennent même un record Guinness. Un seul tracteur a tracté 120 remorques, sur une longueur de près d'1,5 km. L'Australie est la preuve vivante, brutale et indéniable que le concept de « trop grand » est relatif. Si vous en avez besoin, l'ingénierie trouve le moyen. Pendant ce temps, en Amérique, avec un pays tout aussi vaste et peu peuplé à l'intérieur, la limite reste celle d'un camion urbain des années 80. Le prix du confort, productivité stagnante et coup dur pour l'économie. Tout ce débat sur la conception, la sécurité et la puissance se résume, en fin de compte, à un chiffre froid, la productivité. Depuis 1990, la productivité du transport ferroviaire aux États-Unis a augmenté environ 5 fois plus que celle du transport routier. Réfléchissez-y. Le rail, cette industrie ancienne, a innové et est devenu plus efficace à un rythme vertigineux, tandis que le secteur qui transporte 65% de toutes les marchandises du pays est pratiquement au point mort. La raison principale en est la limite de taille. La productivité d'un chauffeur routier est liée aux 80 000 livres qu'il peut transporter. Peu importe l'amélioration des routes ou les économies de carburant réalisées grâce à son nouveau moteur, le plafond de la valeur transportée par trajet est gelé par la loi. Le coût d'opportunité est astronomique. Pour transporter 1,6 million de livres, il faut 20 trajets en camion américain. Avec la réglementation finlandaise, il n'en faudrait que 10. 10 chauffeurs au lieu de 20. 10 moteurs consommant du carburant au lieu de 20. 10 véhicules occupant de l'espace sur la route au lieu de 20. L'inefficacité se multiplie, se traduisant par des coûts logistiques plus élevés, une congestion accrue, davantage d'émissions et, en fin de compte, des prix plus élevés dans les rayons. Choisissez votre critère: impact environnemental, efficacité économique, utilisation des infrastructures, sécurité routière. Dans presque tous les cas, la décision américaine de privilégier le confort de la cabine plutôt que l'évolution du chargement a eu un coût énorme. Un coût qui se paie à chaque facture, à chaque embouteillage et à chaque tonne de dioxyde de carbone inutile rejetée dans l'atmosphère. Voici donc la vérité qui dérange. Le camion américain n'est pas intrinsèquement mauvais. C'est un fossile. Un fossile magnifique, confortable, personnalisable et chargé d'histoire, mais un fossile quand même, préservé dans l'ambre d'une réglementation de 1982. Alors que l'Amérique paralysait par la peur des ponts et choisissait la voie du confort plutôt que celle de l'efficacité, l'Europe avançait avec la rigueur de l'évidence, fabriquant des camions qui sont des outils intelligents, sûrs et durables. L'Australie, quant à elle, nous a montré que les limites n'existent que jusqu'à ce que la nécessité les efface de la carte. Ce n'est ni du patriotisme aveugle, ni une attaque. Ce sont des données, de la physique et de l'économie. La question qui reste en suspens sur l'autoroute n'est pas de savoir si les camions américains sont emblématiques. La question est, allons-nous continuer à vénérer un musée roulant ou aurons-nous enfin la volonté de réveiller le géant et de le moderniser? La route de l'avenir est déjà en train d'être pavée par d'autres. Et, pour l'instant, nous sommes à la traîne.